Ifriqiya FM, bonjour. Bienvenue à Écho du Sahara occidental qui reviendra ce matin sur la fameuse affaire de la reconnaissance par la France de soi-disant plan d'autonomie marocain. Nous reviendrons dans le sens où le traitement médiatique qui a été réservé à la question beaucoup plus donc en France et par la presse française, en l'occurrence Marianne. Nous en parlerons donc ce matin avec notre invité Mohamed Ali Zarouali, représentant du Front Polisario en France. Écho du Sahara occidental, qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique sur les ondes d'Ifriqiya FM. Mohamed Ali Zarouali, bonjour, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame, et merci pour l'invitation. Très bien. Alors, monsieur Mohamed Ali Zarouali, pour rentrer dans le vif du sujet immédiatement, on sait très bien que cette affaire de reconnaissance par Macron, le président français, de ce soi-disant plan d'autonomie marocaine sur le Sahara occidental, a fait des remous, a provoqué et suscité plusieurs réactions et continue encore de faire des vagues, surtout lorsque le sujet est traité par exemple, la presse française en elle-même et surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une presse telle que Marianne, qui, elle, continue à publier sur la question et sur la position de Macron qu'elle juge ou dont elle juge que toute la classe politique française aujourd'hui est surtout lâche, puisqu'il parle que ce dossier en soi révèle surtout les lâchetés, les incohérences de la classe politique française. Faut-il en faire un commentaire, Mohamed Ali Zarouali? Bonjour madame, et puis alors ce que je voudrais vous dire au début, c'est de rappeler justement que cette soi-disant nouvelle position du gouvernement français n'est pas tout à fait nouvelle en elle-même, puisque le soutien donc porté par les gouvernements français à la guerre du génocide contre le peuple sahraoui ne date pas d'aujourd'hui malheureusement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était déjà du temps de M. Giscard d'Estaing dans les années 76-77 que la France a envoyé ses avions Jaguar à partir de ses bases donc au Sénégal pour bombarder non seulement les colons des combattants sahraouis, mais aussi les femmes et les enfants qui fuyaient donc l'avancée de l'armée d'agression et d'occupation marocaine. Donc la seule chose qui est nouvelle donc dans cette situation, c'est que actuellement donc M. Macron a préféré de mettre sur la table ce que donc les gouvernements français successifs ont tout le temps fait au-dessus de la table. Et donc c'est pour ça qu'effectivement la question qui se pose, pourquoi justement maintenant et qu'est-ce que ça va changer? Je répondrai plutôt à la deuxième partie de la question qui est tout à fait claire et nette, à savoir que cette lettre ne changera absolument rien du tout dans la nature du conflit du Sahara occidental qui était et restera donc un problème de décolonisation tant que le peuple sahraoui, et le peuple sahraoui seul, il faut bien le souligner, n'a pas dit son dernier mot. En ce qui concerne maintenant donc la deuxième partie, donc pourquoi maintenant? À mon avis, ça c'est mon point de vue personnel, c'est qu'effectivement il y a une opération de donnant-donnant entre les anciennes et les nouvelles puissances colonisatrices, parce que vous savez que le Maroc a subi quand même ces derniers temps pas mal d'échecs, surtout au niveau de l'Union africaine, et que la France elle-même, donc au niveau du continent africain, donc elle est en train de faire maintenant face à un soulèvement des peuples africains qui veulent effectivement se libérer d'une manière réelle et d'une manière vraiment concrète de la domination française. Et donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'effectivement, donc il y a une opération de soutien mutuelle entre les deux. Entre le Maroc et la France, le Maroc en tant que nouvelle puissance colonisatrice et la France, on connaît déjà son histoire du continent africain. Oui, très bien. Oui, allez-y. J'allais juste dire que effectivement, vous avez tout à fait raison, parce que normalement, on parle d'une position du gouvernement français, alors qu'actuellement, il y a même pas de gouvernement français, il y a un gouvernement démissionnaire, donc un gouvernement qui est là juste pour les affaires courantes. Et par conséquent, moi je crois que c'est plutôt, et d'ailleurs, les multiples réactions que vous avez, entre autres, ça c'est la presse, mais il y avait aussi des réactions, plusieurs réactions au niveau de la classe politique, démontrent effectivement que c'est une position isolée de M. Macron. Parce que vous communiquez
qui ont condamné donc cette prise de position et ce geste incalculé, ce geste irresponsable donc de M. Macron au niveau pratiquement de la politique. Oui, justement, Monsieur Mohamed Ali Zarouali, cet article qui a été publié par Marianne, il faut le dire, au fait descend un petit peu ou déconstruit donc de manière très progressive cette soi-disant reconnaissance de Macron concernant ce plan d'autonomie. Mais le problème, c'est qu'ils mettent l'accent sur quelque chose de très important, peut-être que beaucoup ont pu omettre comme ça au vu du traitement du sujet. Cette lettre qui a été signée, dit l'article, de la main de Macron, elle ne plonge pas seulement, elle ne fait pas que reconnaître. Au fait, elle plonge tous les Sahraouis qui sont dans le désert, qui sont dans l'errance. Elle les plonge encore davantage dans l'oubli et bien sûr dans l'impuissance de régler leurs questions. Vous savez, je vous dis une chose, cette lettre, et d'ailleurs la lettre aussi qui l'a précédée du président du gouvernement espagnol ou le tweet de monsieur Trump, tout un chacun, et je crois que le Maroc en premier lieu, et aussi ceux qui ont envoyé ces lettres, ils savent mieux que la souveraineté, c'est ça le plus important, la souveraineté sur le Sahara occidental, et donc appartient au peuple sahraoui seul. Il n'y a que le peuple sahraoui qui va décider justement de la souveraineté de ce territoire. Donc, effectivement, le Maroc peut gagner un petit peu de publicité, un petit peu de propagande, mais tout un chacun sait que cette question est inscrite depuis les années 60, donc à l'ordre du jour, en tant que problème de décolonisation donc, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, et le restera tant que le peuple sahraoui n'a pas dit son dernier mot, comme j'ai dit tout à l'heure. Et alors, ce que j'allais dire, je crois d'ailleurs que c'est vraiment quelque chose de très positif pour la cause sahraoui, c'est le fait qu'effectivement, il y a eu un tollé de réactions malgré les vacances d'été. Et comme j'ai dit, il ne faut pas oublier que la situation politique en France est aussi tout sauf normale actuellement, parce que il y avait deux campagnes électorales successives, donc il y avait les élections européennes, puis alors les élections législatives, etc. Donc, et malgré tout, donc il y a eu des réactions multiples justement pour condamner ce geste de M. Macron. Donc, je dis bien au niveau des partis politiques, au niveau des groupes parlementaires, au niveau des fractions, donc des parlementaires même individuellement, des personnalités politiques, des centres stratégiques, enfin des experts donc dans les questions de droit international, etc., qui disent que, en un mot, que ce geste-là est geste qui porte atteinte tout d'abord, en premier lieu, à la crédibilité même de la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Et tout un chacun sait bien que donc la responsabilité de cette instance internationale, qui est le Conseil de sécurité, en plus particulier donc celle de ses membres permanents, entre autres donc la France, c'est de veiller sur la stabilité et la paix dans le monde, et que en encourageant la politique de colonisation et d'expansionnisme marocaine, le moins qu'on puisse dire, c'est que cet encouragement va pas dans ce sens. Donc, normalement, la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, ne peut plus parler du droit international, le respect du droit international, étant donné qu'elle est la première, justement, à marcher là-dessus. Donc, c'est comme j'ai dit, donc, normalement, ça porte atteinte même à la crédibilité, à l'image de la France au niveau international. Oui, et bien justement, vous faites bien de le dire, par exemple, en parlant du Conseil de sécurité. Est-ce que finalement, cette décision ne révèle pas aussi, parce que ça a révélé un petit peu les lâchetés de la classe politique française, mais est-ce que en soi, elle ne révèle pas également les impuissances de l'ONU à faire appliquer le droit international, donc concernant l'organisation d'un référendum d'autonomie? Est-ce que ça ne révèle pas également que cette ONU arrive et peine à faire appliquer ces résolutions, et donc la lenteur est devenue quelque part synonyme de la question sahraoui. Avec le dossier sahraoui, quand on parle du dossier sahraoui, on parle également de lenteur. Vous savez, vous avez bien résumé ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de deux poids, deux mesures en ce qui concerne donc l'application du droit international. Il ne faut pas oublier que la guerre contre l'Irak, contre la Syrie, la Libye, et j'en passe, elle était tout le temps présentée en tant que, comment dirais-je, des actions pour faire respecter le droit international.
Alors que dans deux exemples, vous avez bien cité, vous avez tout à fait raison, donc la question sahraoui, mais il faut dire aussi, le deuxième exemple, c'est aussi la question palestinienne. Donc il n'y a que ces deux questions où effectivement, il y a deux poids de mesure. Donc le droit international n'est pas appliqué parce que quand on parle de la question du Sahara occidental, il faut bien rappeler qu'il y a eu déjà plus d'une centaine de résolutions, aussi bien de l'Assemblée générale des Nations unies que du Conseil de sécurité, et que toutes affirment la même chose. Le droit du peuple sahraoui à la détermination, la nécessité d'organiser, que les Nations unies organisent un référendum libre, général et régulier pour permettre au peuple sahraoui de s'autodéterminer. Et pire, même quand les deux parties, donc le Maroc et le Front Polisario, ont conclu un accord de paix après des négociations, plusieurs années de négociations sous l'égide des Nations unies, et que ce plan de paix a été accepté par la communauté internationale à l'unanimité. Donc il n'y avait pas une seule voix qui était contre, et accepté par le Maroc et le Front Polisario au plus haut niveau. Donc, et puis il y avait même un calendrier qui a été établi pour sa mise en application. Mais dès que les Nations Unies ont commencé par sa mise en application, le Maroc a commencé à multiplier les obstacles. Et donc, malheureusement, au lieu que les Nations Unies, le Conseil de sécurité, réagissent d'une manière donc concrète pour obliger donc les autorités marocaines de respecter pas uniquement le droit international, mais même leurs propres engagements. Et il y a donc la France qui, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, qui a toujours menacé d'utiliser justement son droit de veto pour exercer que le Conseil de sécurité entreprend des démarches et des initiatives concrètes contre le Maroc. Et dans le cas palestinien, c'est le rôle qui est joué par l'administration américaine. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que deux pays dans le monde, qui sont le Maroc et Israël, qui peuvent faire ce qu'ils veulent sans avoir vraiment peur que la communauté internationale exerce des pressions sur elles. Et ce n'est pas parce qu'ils sont puissants, etc., mais derrière un, il y a la France avec son droit de veto, et derrière l'autre, il y a les États-Unis qui sont aussi avec le droit de veto. Et, comme j'ai dit, malheureusement, c'est ce qui a discrédité justement maintenant donc ces instances internationales, parce qu'on a l'impression que maintenant le Conseil de sécurité, c'est comme un instrument donc entre les mains d'un nombre très très réduit des pays privilégiés qui l'utilisent justement. De plus en plus restreint d'ailleurs le nombre. Voilà. Donc pour justement 5 pays avec le droit de veto qui peuvent effectivement donc utiliser cet instrument pour leurs propres intérêts. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Mohamed Ali Zarouali, le Sahara occidental illustre, et je cite donc l'article de Marianne, la méthode désastreuse d'Emmanuel Macron sur la scène internationale. Finalement, ce qui est reproché à Macron, c'est que depuis le début du conflit en Ukraine, avec le conflit ou la guerre contre Gaza, pour ne pas dire le génocide, et maintenant la question sahraoui, de plus en plus, Macron montre combien sa vision est très courte sur le plan politique. Écoutez, je ne veux pas maintenant, donc, personnellement, donc, de dire juste que c'est Macron, etc., la personne de Macron. On va parler de la classe politique qui l'entoure. C'est aux Français, justement, de dire ce que l'on pense de leur président. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, malheureusement, pour ne pas dire plus, c'est les maladroits, pas uniquement au niveau de la scène internationale, mais on voit aussi au niveau de la politique intérieure, parce que de dissoudre l'Assemblée nationale, etc., enfin, il y a... ce que j'écoute ici en France, ce que je lis, etc., c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment maladroit aussi bien au niveau international qu'au niveau national. Oui. Très bien. Dans ces cas-là, Mohamed Ali Zarouali, nous sommes face à finalement une véritable crise, que la France se positionne de cette manière, mais la question qui se pose, c'est que n'aurait-il pas fallu faire pression davantage sur l'ONU pour que cette question sahraoui ou ce dossier sahraoui qui traîne depuis donc 1975 soit réglé pour ne pas en venir aujourd'hui sur autant de lateurs avec ce genre de situation très conflictuelle, très complexe et compliquée en même temps.
quand on parle des Nations Unies, et notamment du Conseil de sécurité, comme on vient de le dire, c'est qu'effectivement, il s'agit donc d'un nombre de pays. Et donc, l'engagement de ces institutions dépend de l'engagement de ses membres. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis le temps, parce on a parlé tout à l'heure donc de plan de paix entre les deux parties et de sa mise en application. Et vous savez, il y avait aussi, et d'ailleurs, en commun accord entre les deux parties et par le soutien unanime de la communauté internationale, il y avait un calendrier pour la mise en application de ce plan de paix. Et d'après ce calendrier, la dernière étape, qui est donc l'organisation du fameux référendum, devrait avoir lieu le mois de février 1992. Aujourd'hui, fin 2024, et on attend toujours que la communauté internationale assume ses responsabilités. Et pourquoi? C'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des membres, malheureusement, qui font tout pour, effectivement, que la communauté internationale et que le Conseil de sécurité n'entreprennent pas des démarches et exercent des pressions contre le Maroc pour qu'il respecte la légalité internationale et ses propres engagements. Et donc, c'est ça le problème. Donc, le Conseil de sécurité, c'est effectivement, ça dépend de l'engagement de ses membres. Et donc, comme j'ai dit, que au moins, en ce qui concerne la question du Sahara occidental, mais aussi la question palestinienne, c'est que, entre-temps, le Conseil de sécurité, il n'est plus vraiment une partie de solution, mais plutôt, je dirais, une partie justement du problème. Et c'est ça le problème. Mais ce que je voudrais encore préciser, que cette lettre de Macron ne changera rien dans la question du Sahara occidental. Il ne changera rien dans la nature du conflit du Sahara occidental. Donc, comme j'ai dit, c'est juste pour donner un petit peu de publicité, de propagande pour la partie marocaine. Mais les premiers, justement, sont les Marocains qui savent mieux que ce soit que cette lettre ne changera absolument rien du tout et que la République sahraoui est une réalité irréversible. Il a donc sa place au niveau des instances africaines, l'Union africaine, etc., qu'il est donc partenaire au niveau de la scène internationale. Et malheureusement, ce genre de position, comme j'ai dit tout à l'heure, ça coûte justement uniquement plus de temps, plus de souffrance, etc. pour tous les peuples de la région et en premier lieu le peuple sahraoui, le peuple marocain, parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple marocain paie aussi un prix de cette guerre, parce que normalement, premièrement, donc l'armée marocaine subit la guerre et les attaques de nos combattants d'une manière quotidienne, mais aussi sur le plan économique. Regardez, par exemple, il y a des jeunes Marocains qui sautent dans la mer en espérant de regagner donc le paradis européen, alors que le gouvernement marocain dépense donc des millions et des millions par jour, de dollars donc par jour, pour justement la présence de son armée dans les zones occupées du Sahara occidental. C'est pour dire que effectivement la République sahraoui, elle est là, elle le restera. Ça, les Marocains le savent mieux que ce soit. Et tout ce qui se passe maintenant, dans ce sens, comme cette lettre de M. Macron, etc., comme dit, donc il prolonge juste pour un certain temps les souffrances de la population sahraoui et du peuple sahraoui et du peuple marocain en premier lieu, et menace effectivement la stabilité et la paix dans notre région. Mais il ne changera absolument rien du tout dans la nature du conflit du Sahara occidental. Et la victoire du peuple sahraoui, elle est certaine. Donc, comme j'ai dit, nous, on dit la paix, parce qu'il ne faut pas oublier que la paix ne se fait pas contre qui que ce soit. La paix est profitable pour tout le monde. Nous avons toujours dit que la France et n'importe quel pays, et c'est tout à fait légitime de défendre leurs intérêts partout dans le monde, mais pas en empiétant sur celui des autres. Exactement. Donc, quand même, de prendre en considération aussi la dignité, la liberté, et donc les intérêts des autres peuples. C'est donnant, et non pas comme donc les années, la fin début du 19e siècle, où l'Europe se divise comme ça. D'ailleurs, parce que, vous savez, avec cette lettre de M. Macron, on peut bien se poser la question, mais il se prend pour qui? On pourrait le dire, oui. C'est la question qui... de donner ce qui ne lui appartient pas à
partie tiers auquel il ne s'appartient pas aussi. Donc, apparemment, c'est une bonne règle qui a été donc suivie par tout le monde, aussi bien par les États-Unis, par la Grande-Bretagne, qui donne pour l'entité sioniste, et puis la France qui donne pour le Maroc, ce qui ne leur appartient pas. Le problème maintenant qui se pose, Mohamed Ali Zarouali, aujourd'hui, c'est quelle est la réaction du Front Polisario, quelle est la réaction des Sahraouis, quelle est la réaction de la race de la République arabe sahraoui. Est-ce qu'ils vont encore laisser cette question sahraoui ou ce dossier entre les mains des Nations Unies en espérant que 20 ans plus tard encore, peut-être que la question sera encore sur la table mais ne sera pas résolue, ou va-t-il y avoir une réaction, disons, concrète, vu que c'est un petit peu le dossier le plus long de décolonisation et que pour le reste, tout cet attentisme risque un petit peu d'inverser la donne une fois si il y a bien entendu le référendum. Et vous comprenez ce que je veux dire par la politique de l'occupation de l'espace. Vous savez, madame, le peuple sahraoui est un peuple pacifique. Il faut bien le rappeler. Et le peuple sahraoui ne fait pas la guerre pour faire la guerre. Et le peuple sahraoui a tout fait dès le début pour éviter justement la guerre. Et donc, la guerre au peuple sahraoui nous a été imposée. Et donc, nous nous trouvons dès le début, parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre n'a pas commencé avec l'agression marocaine. Le peuple sahraoui a fait longtemps contre l'occupation espagnole. Et c'est au moment où on a mis l'Espagne dehors que le Maroc a essayé donc de prendre leur place. Et donc, il y a eu la guerre pendant 16 ans, mais nous avons tout le temps dit que nous sommes disposés à déposer les armes si donc le Maroc accepte notre droit à l'autodetermination et respecte de nos traités en tant qu'adultes, donc d'avoir la possibilité pour qu'on puisse dire nous-mêmes, sans aucune contrainte, justement, et de décider notre sort et notre avenir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu des négociations. Ces négociations ont abouti sur le plan de paix des Nations Unies, avec l'engagement de la communauté internationale dans son ensemble, et nous avons déposé des armes, justement, en vertu de ces accords. Seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, au lieu de 6 mois pour la mise en application de ce plan de paix, à 34 ans plus tard, on s'est rendu compte que non seulement la communauté internationale, parce qu'il ne faut pas oublier, le nom même de la mission des Nations Unies qui est présente sur le terrain, c'est mission des Nations Unies. Pourquoi faire? Pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Donc, elle n'est pas là pour autre chose que justement l'organisation de ce référendum. Et je vous rappelle encore une chose, c'est que le peuple sahraoui a proclamé son indépendance le 27 février 1976. Oui. Et donc, la République sahraoui, elle est là. Donc, on peut même se poser la question, pourquoi on parle toujours de référendum? Mais c'est un défi, justement, de la partie sahraoui. Et c'est aussi une preuve que le peuple sahraoui essaie par tous les moyens, justement, de trouver la paix. Mais, malheureusement, vous savez, chez nous, au Sahara, on dit qu'une main seule ne peut pas applaudir. Il faut toujours avoir 2 mains pour qu'on puisse applaudir. La paix, on ne peut pas la faire seule. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'autre partie, malheureusement, jusqu'à présent, n'a pas compris que la paix ne se fait pas avec les amis, mais plutôt avec les adversaires, pour ne pas dire les ennemis. Et que, vous savez, il faut aussi du courage pour Très bien. Il faut aussi du courage pour faire la paix. C'est parfait. Donc, c'est juste pour vous dire que, après plus de 30 ans donc de cesser le feu, nous étions obligés de faire face aux provocations et aux violations continues de la part des autorités marocaines, et que la guerre a repris le 13 novembre 2020 et que, justement, le peuple sahraoui ne déposera plus les armes tant qu'il y a un soldat d'occupation dans le territoire sahraoui. Merci beaucoup, M. Mohamed Ali Zarouali. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le représentant du Front Polisario en France. Je remercie également notre réalisatrice Aïcha Hammer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Écho du Sahara occidental.